Bien, bonjour. Donc mon propos va s'organiser en 3 temps. Le premier sera d'essayer de caractériser un peu les formes actuelles de la mixité dans le monde du travail. Le deuxième objectif va essayer de cerner un peu quel est l'impact ou quels sont les impacts de cette mixité sur les salariés. Et j'essaierai de montrer, de partir sur 2 dimensions. La première, c'est la question de l'invisibilisation des atteintes à la santé, et en particulier les atteintes à la santé des femmes, parce que le réel du travail, finalement, n'est pas pris en compte. Et le deuxième, c'est autour du maintien des stéréotypes sexués. On verra comment, même dans l'espace mixte, coexistent donc ces stéréotypes qui vont favoriser l'avènement d'un nouveau discours sur la mixité, enfin nouveau, je mettrai des guillemets évidemment, au service de la performance économique. Dans un troisième temps, si j'ai le temps, mais je suis moins sûre là, j'essaierai de revenir un peu sur la notion de mixité telle que l'appel à communication nous y invitait finalement. Qu'est-ce que c'est que cette mixité? Quelle forme elle prend? Alors j'appuierai mon propos sur des recherches que j'ai réalisées dans des administrations et des entreprises publiques autour de secteurs en voie de mixité, en particulier dans le secteur technique. Mais je me poserai aussi sur d'autres travaux, sur notamment des secteurs comme la construction de bateaux, les agents de sécurité, les transports collectifs, les conductrices de train. Mais mon regard, j'ai essayé en tout cas de le construire comme ça, s'appuie également sur les travaux de ces très nombreux collègues qui travaillent désormais sur des processus de mixité dans des domaines et des professions très différents. Je pense en particulier aux travaux de Geneviève Pruvos sur la police, de Guillaume Malochet sur les surveillants de prison, sur Isabelle Bonny-Le Goff sur les consultants en management, Marie Buscato sur les chanteuses de jazz et plus largement sur le milieu du jazz. Donc en fait, mon propos va être un peu en aller-retour entre des groupes professionnels étudiés pour eux-mêmes et une réflexion plus large sur de quelle mixité s'agit-il. Alors peut-être premier constat très rapide, mais connu, très connu, c'est qu'effectivement on assiste depuis les années 60 à une féminisation massive du marché de l'emploi, mais cette féminisation massive du marché de l'emploi et du salariat, c'est connu, je répète, traduit par un renforcement de la structuration sexuée des emplois et une concentration des activités féminines. Cependant, l'avancée en mixité, que je définirai à la suite de Claude Zineman comme la mise en coexistence des deux sexes dans un même espace social, en tout cas ce sera ma première définition. Donc cette avancée en mixité est avérée dans un certain nombre de métiers, de professions, sur un laps de temps finalement assez court. Alors, pour rendre compte de ce processus, on pourrait peut-être indiquer 4 grandes dimensions de la mixité qui ressortent de ces différentes études. La première, c'est que cette mixité, aujourd'hui, elle est largement à géométrie variable, et ce que je vais dire va entrer en résonance avec ce que vous disiez sur cette question de la mesure difficile à établir. Le deuxième point, et je développerai systématiquement, c'est que finalement, cette mixité au travail se déploie sans véritable mise en place d'une égalité entre les sexes. Le troisième point, et c'est plutôt là-dessus que je vais m'appesantir, c'est la mixité des emplois ne signifie pas la mixité du travail. Et là, c'est peut-être le point qui est à discuter ici. Et enfin, sur cette question des stéréotypes de genre, cette mixité remet assez peu en cause les stéréotypes. Alors, sur ce processus de mixité inégale, en réalité, dans le monde du travail, on constate extrêmement rarement une mixité qui renverrait à une sorte de parité 50-50. Dans la majorité des cas, la mixité, elle est tantôt à hégémonie numérique féminine, tantôt à hégémonie numérique masculine. Elle est proche de l'équilibre du point de vue de la représentation statistique des deux sexes ou au contraire extrêmement déséquilibrée. Alors par exemple, il y a proche de l'équilibre, on trouverait la magistrature, en tout cas les plus jeunes, des avocats, etc. Mais la plupart du temps, c'est plutôt une mixité qui s'établit autour de 1/3, 2/3. Alors par exemple, inspecteur des impôts, plus d'un tiers, médecin hospitalier, plus d'1/3.
Dans la plupart des cas, malgré tout, il y a une distribution sexuée qui est bien plus inégalitaire. Alors, par exemple, 24% de femmes chefs d'exploitation agricole, 18% de femmes inscrites à l'ordre des architectes, 18% de commissaires de police, 16,5% de surveillantes de prison, 15% de chirurgiennes. Voilà, on pourrait comme ça égrener des situations, et je ne souhaite pas le faire trop longtemps, où on voit qu'effectivement les choses bougent, il y a cette avancée en mixité, mais elle est très partielle parfois, plus marquée que d'autres. Cette avancée en mixité, il faudrait la voir aussi dans l'autre sens, mais elle est plus difficile. En tout cas, les secteurs, les bastions d'activité féminins sont moins fréquemment investis par les hommes. On aura peut-être l'occasion d'en rediscuter. Mais, par exemple, du côté des professions d'instituteurs à l'école maternelle, c'était cité, c'est encore très peu, d'aides-soignants 10%, d'assistants sociaux 8% d'hommes, éducateurs jeunes enfants 4%, chauffeurs routiers, là on repasse de l'autre côté. Enfin, voilà, donc on a comme ça des situations où l'avancée, elle se fait même à partir de quelques centaines d'individus. Par exemple, aujourd'hui, grand progrès par rapport aux années 90, on comptait une centaine de conductrices de train. Maintenant, on est autour des 200 à peu près. Donc, 160 hommes qui exercent le métier de sage-femme. Bon, c'est pas grand-chose, et en même temps, c'est quelque chose parce que le métier se transforme aussi et que cela re-questionne sur comment est-ce qu'on y accède. Alors, comment caractériser et comment essayer de comprendre ces processus inégaux ? D'abord, sans doute, pour dire que le mouvement qui démarre, je dirais, dans les années 60, on peut le qualifier de spontané. Alors, on sait tout de suite qu'en sociologie, spontané, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est simplement pour dire qu'il n'y a pas eu, dans les années 60-70, de loi, de dispositif quelconque pour dire, voilà, à partir de maintenant, on veut de la mixité dans le monde du travail et au niveau de l'État ou au niveau des entreprises, on va s'en donner les moyens. Il a fallu attendre pour aller plus tôt dans ce sens les années 2000 et je pense en particulier aux accords interpro sur l'égalité professionnelle de 2003-2004 et encore de façon limitée. Donc on a assez peu d'injonctions précises disant on veut de la mixité, ce qui ne serait pas le cas. Alors, ce qu'on a par contre, c'est la levée de verrous institutionnels. On avait des métiers qui étaient interdits aux femmes ou très limités, notamment dans la fonction publique. Bon, dès lors qu'on enlève un verrou légal, à ce moment-là, c'est une brèche et elle est largement investie par les femmes en particulier. Alors, je pourrais donner l'exemple des travaux de Guillaume Malochet sur l'administration pénitentiaire. Ça va même très très vite parfois. Dans l'administration pénitentiaire, on enlève l'impossibilité pour les prisons pour hommes d'être investis par des surveillantes et on a comme ça un personnel de détention, enfin désormais une féminisation à hauteur de 16,5% et une progression du simple au double en 10 ans. Voilà. Donc on enlève un verrou légal, hop, et ça crée une situation assez vite finalement. Et les travaux de Geneviève Pruvost montrent à peu près la même chose du côté du service actif. Mais de façon générale, en réalité, cette mixité, elle arrive lorsque des femmes viennent taper à la porte des entreprises parce que, voilà, maintenant elles ont les diplômes, elles ont les qualifications. Et c'est vraiment lié à la certification scolaire. Il y a aussi à de nouveaux projets féminins. Et dans notre société méritocratique, il n'y a pas grand-chose qu'on peut opposer à la détention d'un diplôme. Alors, on va opposer d'autres choses, mais en tout cas, c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut entendre le mouvement spontané. Alors, en même temps, deuxième point, cette mixité sans égalité, c'est que finalement, cette avancée en mixité, elle ne se fait pas du tout selon les mêmes modalités ni conditions lorsqu'il s'agit de femmes ou d'hommes. Alors, en l'occurrence, on pourrait dire que les femmes paient au prix fort leur ticket d'entrée dans les travaux des hommes. Alors, il y a bien des façons d'appréhender des mécanismes d'inégalité ou de construction d'inégalité. Par exemple, des travaux avaient été menés par Marlène Cacot, Anne Boisjol ou d'autres sur la moindre réussite des femmes aux épreuves orales des concours qui avaient tendance, dans la fonction publique, qui avaient tendance effectivement à limiter leur accès notamment aux catégories supérieures de la fonction publique.
Dans d'autres situations, on voit effectivement que les niveaux d'exigence en termes de qualification et de certification sont souvent bien supérieurs lorsqu'il s'agit de femmes que d'hommes. Et on pourrait également parler de déroulement de carrière plus limité, moins promu, bloqué dans des types d'emplois ou de fonctions qui ne permettent pas l'accès aux fonctions de management. Je sais qu'on utilise aussi beaucoup, à côté de la notion de plafond de verre, la notion de plancher de plomb. Et je crois qu'elle est utile, cette notion, même si bon, c'est toujours une image. Mais ce que l'on observe, c'est dans ces espaces mixtes, c'est des femmes qui stagnent et qui attendent vainement des promotions, des cooptations, des accélérations. Alors ça peut passer aussi, cette stagnation, je pense aux travaux d'Isabelle Bonny, par exemple, sur les consultants en management, qui montrent que tant qu'il ne s'agit pas, tant qu'on est simple junior, entre guillemets, ça passe bien, mais la mixité résiste lorsqu'il s'agit de devenir associé, par exemple. Et là, hop, grand blocage, tout ce qui était semble-t-il, avancé, où on voulait des femmes, ou en tout cas on n'en limitait pas le recrutement, eh bien, hop, il y a des moments, il y a des blocages qui se mettent en place à ce niveau-là. Donc, en réalité, cette mixité inégale, elle peut se jouer aussi sur la distribution de la qualité de l'emploi. Alors, par exemple, dans des secteurs comme le nettoyage industriel, qui est devenu mixte, mais après, avec une hégémonie numérique féminine ancienne malgré tout, eh bien, des travaux, notamment de Tania Angelov, montrent que c'est temps partiel pour les femmes, temps complet pour les hommes. Et ça fait aussi partie des logiques d'inégalité observées dans des espaces mixtes. Donc, ceci m'amène à dire aussi simplement que lorsque les hommes font le choix d'un métier traditionnellement féminin et donc participent de cette avancée en mixité, ça ne se passe pas tout à fait de la même manière. Par exemple, dans les métiers du social, et on renverra ici aux travaux de Marc Bessin, les hommes minoritaires deviennent majoritaires dans les fonctions hiérarchiques. Idem du côté des aides-soignants, des instituteurs en maternelle qui deviennent directeurs d'école, etc., etc. Donc, on s'aperçoit que il y a des processus qui sont assez classiques de recréation des inégalités sexuelles. Et donc, finalement, comment est-ce qu'on peut désigner ça ? C'était aussi un petit peu dans l'intervention que vous avez faite. C'est que là où s'arrête l'exclusion, finalement, et la mixité traduit cette mise à distance de logique ségrégative et de logique d'exclusion sexuelle, eh bien, là où s'arrête l'exclusion, commence la discrimination. J'ai envie de dire peut-être que ce serait un premier point. Le deuxième point, c'est cette mixité des emplois qui se fait sans mixité au travail. Alors là, peut-être que c'est un phénomène plus inattendu pour ceux qui ne sont pas nécessairement spécialistes de ces questions-là. C'est que on peut avoir le même métier le même emploi sans faire le même métier, et cela peut se décliner de différentes manières. Par exemple, sous des intitulés officiels de poste qui vont être identiques pour les hommes et pour les femmes, et malgré tout, il y aura une différenciation dans le travail réel qui est effectué par les uns et les autres, dans la répartition des tâches, des missions et des espaces. Et la plupart des groupes professionnels qui ont pu être étudiés connaissent ce processus. Par exemple, les médecins hospitaliers, dont j'ai dit qu'il y avait une vraie avancée en mixité, eh bien, dès lors qu'on fait intervenir la spécialité médicale, évidemment, là, on n'est plus dans des logiques équivalentes. On retrouve des 2% de femmes en chirurgie orthopédique, 60% en dermatologie, 40%. Voilà. On retrouve comme ça, en fonction des spécialités, des médecins qui se ressemblent pas tant que ça. Et du côté, par exemple, des chirurgiens, c'est un milieu traditionnellement masculin. On voit arriver des chirurgiennes, mais c'est beaucoup du côté des métiers de l'obstétrique, etc. Donc là, on retrouve un peu des logiques. Quand on est cette fois-ci plus sur ce que font les hommes et les femmes, eh bien, on s'aperçoit, par exemple, en milieu ouvrier, et c'est volontaire où je cherche à chaque fois des exemples très différents, eh bien, on voit que subsistent des bastions masculins dans les activités, réglage, outillage, conduite des machines, maintenance. Là,
ouvriers et ouvrières ne font définitivement pas le même travail, puisque les femmes ouvrières vont plutôt travailler sur le conditionnement, l'emballage et, de façon générale, l'ensemble des activités qui supposent la moindre manipulation technique, ou en tout cas de machines-outils. Et donc, là encore, ce sont des choses qu'on a vues dans les emplois du nettoyage, aux femmes le balai, aux hommes la cireuse électrique, etc., etc. Donc on est sur ces logiques où finalement se reconstruisent en permanence, à côté de ces situations de coexistence, des îlots d'activité ou des territoires d'activité qui vont être réservés à l'un ou l'autre sexe. Alors, ok. Donc, sur quoi ça se pose? 3 choses, peut-être. Travail technique, usage de la violence, travail de force. Question classique, on va retrouver ces îlots d'activité en milieu mixte. Travail de care, travail de compassionnel, etc. Et là, on va retrouver les femmes, je pense en particulier aux femmes policiers étudiées par Geneviève Pruvost, qui sont sans cesse à devoir travailler sur la compassion, sur le soutien aux victimes, etc., alors même qu'elles n'ont pas du tout choisi ce métier pour ça. Vous avez une autre dimension où se recréent donc ces îlots d'activité spécifiques, travail autonome d'un côté, contre travail contraint, surveillé en permanence, et là vous retrouvez de la division sexuelle. Fonction hiérarchique, accès au management versus responsabilité et expertise professionnelle, côté féminin. Donc en permanence, dans cet espace mixte, finalement, on s'aperçoit qu'on a le même emploi, mais on ne fait pas tout à fait le même travail par différentes dimensions. On ne le fait pas, pourquoi? Notamment parce que les stéréotypes et les catégories sexuelles, les catégorisations sexuelles, pardon, ne s'effacent pas en milieu mixte. On continue à regarder les femmes comme devant, finalement, étant dotées de qualités féminines, de qualifications entre guillemets, liées à leur histoire personnelle, à leur inscription dans les rapports domestiques, etc. Et on continue à regarder les hommes comme étant justement autres. Et ils sont... donc ces stéréotypes, ça va être difficile de le faire en 1 minute, jouent beaucoup et restreignent finalement cette mise en place d'une véritable égalité et une véritable mixité. Alors, quel impact sur les salariés? Je vous disais 2, je vais vraiment, pour le coup, je vais faire que les citer. À partir du moment où on n'arrive pas à penser que la mixité de l'emploi, c'est pas la mixité du travail, on passe à côté, finalement, les atteintes à la santé. On ne regarde pas le travail tel qu'il est réellement. Je prendrai un exemple. On considère fréquemment que les métiers masculins sont des métiers pénibles, et en tout cas caractérisés par la pénibilité physique, et les métiers féminins sont des métiers non pénibles, puisqu'elles seraient du côté comment on appelle ça, de la relation, du relationnel, etc. Ce que l'on ne voit pas, évidemment, c'est que ces femmes qui partagent avec les hommes un certain nombre d'emplois, vont, du fait d'un travail réel non mixte, prendre à leur charge, par exemple, des activités de manipulation de charges légères. Je prends volontairement cet exemple-là parce qu'on considère que les charges lourdes, c'est pour les hommes. Sauf que ces activités de manipulation de charges légères font qu'elles vont avoir des activités où elles vont manipuler avec une grande intensité toujours la même chose et porter beaucoup. Et dans un contexte de travail intensif, finalement, elles ne pourront pas protéger le dos, les épaules. Et c'est aussi comme ça qu'on retrouve du côté des TMS une surexposition féminine aux TMS, non pas parce qu'elles ont une charge, parce qu'elles sont sur un travail pénible au sens vraiment traditionnel dans les représentations, lourd, dur, etc., mais aussi parce qu'elles sont justement cantonnées aux activités légères qui permettent une rationalisation très, très forte et une intensification très forte. Et donc, lorsqu'on fait des analyses sur comment faire de la prévention en matière d'atteinte à la santé, on ne voit pas ça. Je pourrais donner un autre exemple. L'exposition aux risques chimiques, ça fait partie des métiers où on considère que c'est très masculin, et on oublie par exemple les coiffeuses qui vont manipuler les teintures, etc., etc. Donc, encore une fois,
l'idée, lorsqu'on n'entre pas dans le réel des métiers, on ne se rend pas compte finalement de comment il peut y avoir cette charge-là. Et je crois que je vais m'arrêter là, simplement pour dire aussi que les stéréotypes, on les voit aussi, en tout cas tendanciellement, pour nous expliquer que la mixité aujourd'hui, c'est très bien et qu'il faut la défendre. Et ça, c'est le discours gestionnaire et managérial sur la mixité favorise la performance économique et il faudrait la développer partout. Et encore une fois, c'est au nom de stéréotypes qu'on le fait. Pourquoi ? Parce que les femmes seraient plus justement dans la capacité à entrer en relation avec les autres, plus dans la coopération, plus soigneuse. Et donc, une nouvelle fois, on est dans un discours qui enferme finalement les individus dans des catégorisations sexuelles au lieu éventuellement de les faire en sortir. En tout cas, c'était peut-être ça la promesse non tenue de la mixité telle qu'elle était défendue par les milieux féministes. Changer et transformer l'histoire. Voilà, je suis désolée. Merci. Super, Bonjour et merci pour cette invitation. Donc, je pense prendre une dizaine de minutes à peu près pour poser quelques remarques à chaud par rapport au texte que j'ai reçu et principalement donc au prisme de mes propres travaux. Alors, première remarque qui est plutôt une observation ici, la mixité constitue une entrée et un prisme d'analyse particulièrement heuristique pour la sociologie du travail, de l'emploi et des professions. Alors quand je dis ça, j'ai bien conscience que j'enfonce une porte ouverte et en même temps, j'avais envie de le souligner ici. Pourquoi ? Parce que très tôt dans mon cursus universitaire, j'ai été formée aux rapports sociaux de sexe, à la sociologie des professions, et donc les travaux de Sabine Fortineau ont bercé mon enfance scientifique, si je peux dire. Et puis, au fil de ma vie universitaire, j'ai progressivement investi d'autres corpus scientifiques, parfois aveugles au genre. Et donc, en reprenant vos travaux pour cette journée, j'ai vraiment redécouvert, et c'est vraiment là la magie de la vie des idées, toute la force de votre travail qui permet, entre autres, de revisiter certains concepts classiques, comme par exemple la distinction entre travail et emploi, entre travail prescrit et travail réel, entre activité noble et sale boulot, ou encore la construction des identités professionnelles. Et là, vous l'avez rappelé, la question de la pénibilité du travail. Alors, deuxième remarque, qui est aussi une observation, là, sur les processus quasi continus de recomposition des inégalités de sexe en contexte de mixité. Et donc, vous l'avez rappelé, une des affirmations fortes de vos travaux, c'est l'idée selon laquelle, là où finit l'exclusion, commence la discrimination. Et donc là, je dirais que la discrimination peut être plus ou moins visible. Et en fait, on a l'impression qu'au fur et à mesure que progresse la mixité et que progresse notre connaissance scientifique de ce processus, eh bien, on est amené à analyser de plus en plus finement ce qui se passe dans la sphère professionnelle, mais aussi dans la sphère familiale. Et donc, pour utiliser une métaphore, c'est comme si, en tant que chercheur, on passait donc de l'observation à l'œil nu, à la loupe et puis au microscope pour traquer finalement les recompositions des inégalités. Et donc là, c'est aussi une remarque, un étonnement, mais jusqu'où cela peut-il aller ? Troisième remarque, là c'est plutôt un questionnement sur le choix des concepts. Donc la journée d'études s'appelle la mixité et ses enjeux. Dans vos travaux, vous travaillez vous-même la notion de mixité. Alors après avoir accepté l'invitation à vous discuter, je me suis rendu compte que, eh bien finalement, dans mes propres recherches, j'utilisais peu cette notion. J'ai été formée dans une équipe où l'approche privilégiée est celle de la féminisation des professions supérieures, et c'est donc cette approche que j'ai reprise pour mes travaux. Et donc ça m'a amené à une question faussement naïve au bout de 10 ans de recherche, qui est donc celle du choix et de l'articulation des outils d'analyse. Et ce, d'autant plus que je discutais récemment avec une collègue québécoise et qui me disait qu'elle, maintenant, elle préférait parler de désexuation des métiers. Et alors là, du coup, mixité, avancée en mixité, féminisation, masculinisation, désexuation, quelle différence entre ces approches, quelle articulation, quels enjeux sociaux et scientifiques sous-jacents. Donc j'ai pas eu le temps de creuser pour aujourd'hui, mais ma question, est-ce que ça fait partie de vos questionnements et est-ce que vous avez des choses par rapport à ces questions-là ? Quatrième remarque, qui est aussi un questionnement sur les concepts mobilisés, donc une autre des affirmations fortes de vos travaux, c'est « la mixité n'est pas l'égalité ». Alors je vous suis parfaitement sur cette thèse, et en même temps je me dis, ça dépend
ce qu'on entend par égalité. C'est-à-dire que pour mes recherches sur le conseil en égalité professionnelle, j'ai découvert à quel point cette notion que je pensais un allant de soi était éminemment complexe. Et Patrick Simon l'a rappelé, le DIMJOR Inégalité et Discrimination a lancé un appel à communication pour le colloque Agir pour l'égalité, qui invite notamment les chercheurs à travailler les théorisations concurrentes de l'égalité, leurs usages et leurs effets en contexte de promotion de la mixité. Et donc là, j'ai une question, je me fais un peu l'avocat du diable, mais je me demandais si on ne pouvait pas réintroduire la complexité de la notion d'égalité en partant de l'hypothèse qu'il existe des conceptions de l'égalité dans lesquelles les inégalités paraissent justes, légitimes, au nom notamment de la différence des sexes. Et donc du coup, est-ce que certaines formes de mixité, quantitatives, qualitatives, ne sont pas compatibles avec certaines conceptions de l'égalité ? Cinquième remarque, qui est là un questionnement par rapport à vos résultats de recherche. Vous abordez à plusieurs reprises la question des arguments mobilisés pour ou contre la mixité, dans le sens d'un plus grand nombre de femmes ou d'un plus grand nombre d'hommes, en soulignant que d'ailleurs certains jouent à plein sur les stéréotypes. Et vous donnez des exemples faisant ressortir les arguments récurrents. Et donc là, je me demandais si vous aviez réalisé ou est-ce que vous envisagez la possibilité de mettre en typologie les arguments mobilisés autour de la mixité, c'est-à-dire de faire, comme vous avez souligné, que vous allez voir dans plusieurs domaines, donc de faire une recension exhaustive des arguments, d'en proposer une classification, mais aussi de proposer une analyse de leur mobilisation parfois contradictoire, donc selon le type de promoteur. Parce que derrière les arguments, il y a des personnes, il y a des groupes de personnes qui sont socialement situés, et aussi selon les contextes, donc les secteurs d'activité, les professions, mais aussi, par exemple, selon qu'on se situe en haut ou en bas de la pyramide professionnelle. Et enfin, sixième et dernière remarque, qui est finalement un corollaire direct de la précédente, c'est un questionnement sur les usages et les effets des arguments autour de la mixité, et notamment des arguments qui mobilisent les stéréotypes de sexe. Alors là aussi, je vous suis tout à fait dans l'analyse quand vous soulignez que la mixité est aujourd'hui promue comme facteur de performance économique, que ce phénomène s'accompagne d'une réaffirmation de l'essentialisme et que tout cela s'avère problématique dans une perspective de promotion de l'égalité formelle et réelle. Ça, je vous suis. Et en même temps, mes recherches récentes sont vraiment venues me taquiner sur ces questions-là et notamment sur deux points. Alors tout d'abord, avec deux collègues, donc Isabelle Bonny et Marion Rabier, on a analysé les mobilisations récentes en faveur de l'accès des femmes aux postes à responsabilité. Et alors qu'est-ce qu'on a observé ? Eh bien que l'essor quasi exponentiel de réseaux de femmes, le plus souvent non mixtes d'ailleurs, eh bien avec cet essor, elles ont réussi à construire une cause commune en développant un répertoire d'actions basé sur l'expertise et sur la construction d'un consensus discursif autour du business case de l'égalité. Pour le dire brièvement, la mixité, c'est bon pour les affaires. Alors, on peut être sceptique par rapport à cet argument, et en même temps, et c'est là hiatus, il a favorisé une forte mobilisation collective qui a eu des effets concrets. C'est-à-dire que les réseaux de femmes se sont mobilisés activement, elles ont soutenu la loi de 2011 sur la représentation équilibrée dans les conseils d'administration. Et donc, on a un argument différentialiste mobilisé finalement au service de l'adoption d'un dispositif de promotion de l'égalité réelle. Et avec des effets concrets, 40% de femmes dans les conseils d'administration d'ici 2017. Et de plus, cette loi s'est accompagnée de réflexions sur les modalités d'entrée dans les conseils d'administration. Et il me semble que là, on a un glissement assez intéressant de l'équation un peu classique féminisation égale reflet d'une baisse de prestige, d'une dévalorisation, à féminisation égale support, prétexte à la professionnalisation de la fonction d'administrateur, puisque corollaire, il y a un certain nombre de formations qui ont été montées, mixtes et non mixtes d'ailleurs. Alors, certes, il y a des processus de recomposition des inégalités dans les conseils d'administration, et puis se pose en creux la question de la dualisation croissante du groupe des femmes et d'une égalité à deux vitesses. Et en même temps, il me semble que cette contribution au changement social, eh bien, elle interpelle, toute ambivalente soit-elle. Et ce, d'autant plus, c'est mon deuxième étonnement, et donc ce sera mon dernier point, que l'usage des arguments stéréotypés, différentialistes, n'est parfois pas aussi monolithique qu'il n'y paraît. Alors je m'explique.
dans mes entretiens avec les consultants en égalité ou avec des membres de réseaux de femmes, a émergé la revendication d'un usage stratégique de ce type d'argument. Le constat de départ qu'elles font, c'est que les résistances à l'égalité sont fortes, que les acteurs économiques sont globalement peu motivés pour travailler la question de l'égalité, et donc aussi que le rapport de force n'est pas favorable à la mobilisation d'arguments de type justice sociale, etc. Et donc leur proposition, eh bien, c'est de profiter de l'engouement autour du business case de la mixité pour convaincre les dirigeants, pour convaincre les managers et autres de travailler ces questions, même si elles-mêmes n'adhèrent pas forcément aux arguments stéréotypés. Et donc ensuite, une fois qu'elles ont réussi à faire reconnaître la légitimité de travailler à la mixité, et bien une fois qu'elles sont dans la place, elles font ce qu'elles veulent et donc elles travaillent l'égalité et pas la mixité puisque c'est ce qui les motive. Et donc là, il y a un paradoxe qui apparaît, qui est finalement de mobiliser des stéréotypes de sexe pour pouvoir ensuite déconstruire ces mêmes stéréotypes une fois qu'on est rentré dans les organisations. Et donc là aussi, c'est une contribution au changement social qui interpelle, tout aussi ambivalente soit-elle. Alors,